qui vivent différemment de la plupart d'entre nous. Par conviction ou par choix professionnel, ils forment des communautés coupées du reste du monde. Ils sont souvent séparés de leur famille, isolés, tenus au secret. Vous allez découvrir leurs codes, leurs règles, leurs histoires. Vous allez pénétrer dans une vie ailleurs. Vous ne vous êtes jamais demandé si la vie des autres était plus intéressante que la vôtre? Si vous aviez fait les bons choix dans l'existence? Je m'appelle Julienne Berthaud, je suis journaliste et je me pose les mêmes questions. Je participe à un stage de survie avant de partir découvrir une vie ailleurs. Attention, ne jamais ouvrir la ceinture de sécurité à partir du moment où l'hélico commence à se remplir d'eau. On me prépare à affronter une chute d'hélicoptère. Un amérissage forcé. Je suis à Pointe-Noire, au Congo, à 6000 km de la France. Mais ce n'est pas ma destination finale. Je quitte la côte africaine. Je vais découvrir un monde à part et vivre près de ceux qui travaillent des semaines, dans un lieu à risque, loin de leur famille. Ancrée dans l'océan Atlantique, ma destination, une plateforme pétrolière. Ça y est, j'y suis. Après 40 minutes de vol, l'hélicoptère me dépose sur cette énorme structure d'acier à 80 km de Pointe-Noire. Bonjour. Pendant une semaine, je vais partager l'existence des 80 personnes installées sur cette île industrielle et raconter leur histoire. Leur choix de vie m'interpelle. Cet univers professionnel m'intrigue. L'aventure commence maintenant. Julien, je vous en prie. Merci. Donc, je vais vous présenter au chef de site, Guy-Alfred Goula. Bonjour. Maître des lieux. Julienne. Guy-Alfred, enchanté et bienvenue à bord. Guy-Alfred, le patron du site, veut me présenter la plateforme depuis la mer afin d'avoir une vue d'ensemble de la structure. Alors c'est chacun à son tour. D'accord. Et on attend les instructions de l'homme de pont. Et puis surtout, il faudra suivre les instructions du matelot. C'est bon? Allez-y, je vous regarde. C'est un peu impressionnant quand même, hein? Ouais. Mais vous verrez, c'est très facile une fois qu'on l'a fait. Allez, à tout à l'heure. Hein. Vous écoutez à la lettre tout ce qu'il vous dit. D'accord. Et ça peut arriver qu'il te tire, il faut vous laisser aller. Hein. D'accord, ok. D'accord. Je flippe. Merci. Oh, ça va. Initiale FPU pour unité flottante de production. Le nom de la plateforme c'est Alima, son implantation le site pétrolier de Mohobi-Londo. Sur les flancs de la barge, des panneaux de mise en garde. Navigation interdite à proximité du site. Ici les bateaux de pêche sont une menace. Les filets risquent d'endommager les installations sous-marines. Alima est une masse d'acier de 27 600 tonnes. C'est presque 3 fois le poids de la tour Eiffel. Un enchevêtrement de canalisation et de tubes étalés sur 180 mètres. Vous parlez des modules, là, ce qu'on appelle des modules, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est les différentes parties de l'installation, là, du procédé. Et ces modules, en fait, ils ne sont pas disposés par hasard. C'est-à-dire qu'en partant du château jusqu'à l'avant du FPU, hein, d'accord. Le château, c'est le quartier de vie. Voilà, c'est le quartier vie. En fait, on va aller par niveau croissant de dangerosité des effluents, d'accord. Les hydrocarbures, on va les rencontrer qu'après. Et donc c'est toujours cette notion de protection en fait du personnel. Hein. Donc c'est-à-dire tout ce qui est proche du quartier vie, en fait, on va mettre que des facilités ou des installations qui présentent un niveau de risque qui est très faible. C'est pour ça d'ailleurs que les lieux de vie, les lieux de rassemblement se trouvent à l'arrière. Voilà, les zones d'évacuation se trouvent à l'arrière. Exactement, parce que ce sont les parties de l'installation qui sont le moins exposées. Voilà. Donc c'est quoi cette flamme qui brûle en permanence?
Alors je pourrais la comparer à cette torchère à une cocotte minute, un peu comme celle que vous utilisez chez vous. En fait, c'est pour éviter que ça pète. Voilà, il y a des dispositifs de sécurité sur l'installation, ce sont des soupapes, un peu toujours l'exemple de la cocotte minute. C'est-à-dire que si dans un cas de marche on a la pression qui monte, eh ben, cet excédent de pression peut être évacué au travers de ces soupapes et dirigé vers la torchère. Là, on se rend vraiment compte qu'on est en pleine mer. On va pas la faire trop longue, hein? Non, 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 mais moi je m'adapte à vous, hein. Vous n'avez pas l'air bien, là. Pas trop. Pourtant, je m'étais équipée, hein, mais... Ouais. Là, mais si vous ne sentez pas bien, Ah non, mais c'est parce que là, ça bouge beaucoup, ouais, quand même, hein. C'est vrai Ça que va, là... vous sentez rien? Moi, non. Rien du tout, comme si vous étiez à terre. Alors non, parce que ça bouge quand même. Oui, non, mais au niveau, à l'intérieur. Non, j'ai pas la nausée, non. Mais c'est pareil, c'est une question d'habitude, quoi. Ouh, ça va aller, ça va aller. Un grand coup d'air, J'étais respirez fort. concentrée sur ce que vous me disiez. Ouais. Et... Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'air frais. Tout l'air est chaud et moite, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Du coup... C'est la saison des pluies, ouais, qui commence en saison sèche, c'est un peu plus frais, ouais. Parce que le plafond est plus bas, c'est couvert. Ah, on est mieux, là. Ah ouais, là, je suis mieux. Ah, ça va mieux. Je ne sais plus comment je suis arrivée là. Je sais juste que ce canapé m'a... Deuxième jour. 5 heures du matin. C'est l'heure du réveil sur Alima. C'est ainsi 7 jours sur 7, toute l'année. Dans cette vie ailleurs, il n'y a pas de jour de repos. Moi, j'ai du mal à sortir du lit. Je m'accorde encore 5 minutes de sommeil. Dans ce monde à part, le calme et la routine sont des règles de vie. Économie de gestes, économie de mots. Ici, les hommes commencent la journée en silence, ou presque. La cantine, c'est la salle pour prendre les repas, mais c'est aussi un lieu de socialisation, un endroit pour parler, faire connaissance. Ce matin, j'espère y faire des rencontres. Je me prépare, peut-être un peu trop. 6 heures, le rideau de fer tombe. Le petit déjeuner est fini. J'ai raté mon entrée en scène. Tout le monde est parti travailler. J'ai du mal à me repérer. Dans ce vaisseau fantôme, tout se ressemble. Je sais seulement que je suis dans la zone de vie qu'on appelle pompeusement le château. Cabine, cantine, salle télé, bureau. C'est en fait un empilement d'étages en préfabriqué. J'arrive à retrouver le bureau de Guy Alfred, le patron de la plateforme. Bonjour. Bonjour Julienne. Vous allez bien? Bien. Super. Vous avez bien dormi? Ouais, mais j'ai loupé le petit-déj ce matin. Ah zut. Pourtant, j'ai pas eu le sentiment de me lever tard. Hein. Ah zut alors. Bon. Est-ce que vous auriez 5 minutes pour m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, la plateforme? Parce que moi, hier, je suis arrivée, j'ai vu plein de tuyaux partout. Oui. J'ai pas vu de pétrole. Ah, c'est normal qu'on voit pas le pétrole, mais je me ferai un plaisir de vous expliquer comment ça marche. Alors c'est quoi le site de production?
nous on est sur un site d'extraction, hein, d'extraction de pétrole. Donc il faut imaginer le pétrole qui se trouve, donc là on est sur le support flottant qui est là, d'accord, qui flotte sur la mer. Ici c'est la hauteur d'eau, là on est sur le fond de la mer. Et il faut imaginer que sous le fond de la mer, à peu près à 2000 mètres sous le fond de la mer, se trouvent des réservoirs de pétrole, d'accord? C'est enfoui dans le sous-sol. Et c'est là que nous, on va aller chercher ce pétrole. Donc on va faire des trous dans le sol, jusqu'au réservoir. Donc ils sont enfouis dans le fond de la mer, d'accord? Pour aller extraire ce pétrole et puis le remonter comme ça jusqu'au FPU. Donc il y a l'unité de traitement de pétrole, d'accord? Bonjour. Je vous rappelle. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, mais j'ai loupé le départ des gars sur le site. C'est pas grave. C'est possible d'aller faire un tour à l'usine? L'ingénieur d'exploitation qui viendra vous récupérer. Entre-temps, vous n'aviez pas l'équipement. Hop. Donc, là-dedans, vous allez trouver casque, chaussures de sécurité, gants et la combinaison. D'accord. Combinaison importante chez nous. Un site industriel avec des risques de projection chimique et autres, juste pour protéger la personne là-dessus. Bon, bah, je vais m'équiper et je reviens. Voilà. Hein, merci. Oui, Laura, Hervé. Laura, il faudrait venir chercher Julienne pour la visite sur le terrain. Là. Elle se change, elle sera pas d'ici 2-3 minutes. À toi. Ça y est, je suis équipée dignement. J'ai même mis des bouchons d'oreilles, j'ai l'impression que j'entends plus rien pour l'instant. Oui, c'est normal, mais après, ça sera utile. D'accord, je te suis. Depuis mon arrivée, j'attends de voir l'or noir, le pétrole sur lequel repose encore l'économie mondiale et notre civilisation. Mais sur la barge, tout se passe à l'intérieur des tuyaux. C'est ce que m'explique Laura Gamette, la seule femme qui a un poste permanent à bord. Elle est ingénieure d'exploitation. Elle gère la qualité de la production et le traitement du produit qui est aspiré depuis les fonds marins. Toute l'installation vise à séparer l'huile, l'eau et le gaz. Un gigantesque circuit qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc nos puits sont sub-sea, c'est-à-dire qu'ils sont sous l'eau. Ici, ils sont à 600 mètres sous l'eau. Donc ils sont là-dessous. On ne les voit pas, mais ils sont là. Depuis les puits, les lignes alimentent la plateforme par des lignes qui sont sous l'eau. Elles remontent. Elles remontent là. Jusqu'ici. Et ça, c'est la vanne de contrôle. Tu sens? C'est chaud. C'est très chaud. C'est l'arrivée de pétrole. C'est très chaud. Et le pétrole arrive là. Et c'est d'ici qu'on l'envoie vers les installations pour le traiter, séparer le gaz, l'eau et le pétrole qui sera vendu. Donc ici, c'est un des séparateurs qu'on utilise pour séparer tout ce qu'on produit. Donc le pétrole, l'eau et le gaz arrivent dans ce séparateur. Donc forcément, on récupère le pétrole. L'eau est traitée par ailleurs. En fait, l'eau, comme elle a été en contact de l'huile, il faut absolument la nettoyer avant de la rejeter à la mer. Et enfin, le gaz, on le récupère en hauteur du séparateur et on l'utilise, nous, sur la plateforme pour faire marcher les turbines et les machines tournantes. La troisième étape, c'est l'envoi de pétrole séparé à Djeno, à Pointe-Noire. Donc la production, le pétrole séparé qu'on peut vendre, c'est d'ici qu'il part. Il passe par ce tuyau et va sous l'eau, dans la mer, jusqu'à Djeno, à 80 km. Une fois séparé de l'eau et du gaz, le pétrole devient transportable. Il circule par des pipelines sous-marins jusqu'ici au terminal de Djeno, à 80 km de la plateforme. C'est dans ces cuves que le pétrole est stocké. Ensuite, il sera acheminé par navire dans le monde entier. Oui, j'arrive. Oui. Ah, bonsoir. On va dîner. Oui, vous êtes Super. prête? Oh oui, bon. C'est pas de grands effets de toilette, hein? Non. Ça va, on est prêts. Non, vous verrez, c'est très très simple en fait. Allons-y. Les gens s'habillent simplement. Ouais. À bord, les Congolais restent travailler 15 jours d'affilée. Mais les expatriés, comme Guy Alfred, font des séjours de 1 mois. 30 jours loin de ses 2 enfants. Ça me paraît difficile à vivre. Mais le pétrole, c'est sa passion.
Et alors, extraire le pétrole, le transformer, le transporter, qu'est-ce que vous aimez tant dans ce métier? Il y a certainement un côté aventurier qui rend ce métier intéressant. Je pense le fait de partir comme ça dans un environnement qui est éloigné de tout, en fait. Hein. On est au milieu de nulle part ici. Même si on n'est plus à l'époque du western, la grande conquête de l'Ouest, enfin les grandes épopées pétrolières, mais voilà. Mais il reste quand même ce côté un peu aventurier, ouais, je pense. Le fait de partir comme ça dans un environnement qui est éloigné de tout, là on a vraiment l'impression de vivre une aventure. Hein. Je pense que c'est un moteur fort. Comme les premiers explorateurs, quand ils allaient découvrir comme ça des contrées lointaines, des environnements inconnus, et puis on a l'impression de participer comme ça à une aventure si grande. Il y a des hommes qui tiennent pas le coup. Alors personnellement, ça peut arriver, mais c'est assez rare parce que c'est aussi les personnes qui viennent travailler dans cet environnement qui est quand même très particulier. Je pense qu'il y a une acceptation, voilà, de vivre comme ça pendant un moment en fait, en dehors de toute structure sociale organisée, quoi. Parce que voilà. Ah, vous êtes quand même une structure sociale hyper organisée. Voilà. Mais isolée. Isolée et finalement avec on va dire, qui évolue dans un cadre qui est extrêmement rigide. Les règles sont claires, les règles sont acceptées, les gens s'y conforment, donc voilà. Les dangers sont les mêmes pour tout le monde, les risques sont les mêmes pour tout le monde, les objectifs sont les mêmes pour tout le monde, voilà. Et le boss, il a le droit de dire que parfois il a peur? Alors, le boss, il doit plutôt veiller à ce que les gens fassent les choses correctement, fassent les choses dans les règles. Et puis, le boss se doit de garder quand même de son froid si des situations tendent à dériver un peu pour, voilà, quoi. On doit quand même mettre la personne qui va insuffler la confiance au personnel, quoi. Parce que si on commence à paniquer nous-mêmes, voilà, ça peut être contagieux. Vous n'allez pas me dire que ça vous manque quand vous êtes à terre, quand même? Parfois, ça peut arriver. Ça peut arriver, parfois, oui. Voilà. On a parfois l'impression de ne plus être dans l'action. Ça peut arriver. Troisième jour. Hervé Taboret est l'homme de la sécurité. Avec lui, je parle danger et catastrophe. Incendie sur Deepwater et marée noire dans le golfe du Mexique en 2010. Retournement de l'Alexander Kielland en mer du Nord. 123 morts en 1980. Mais c'est quoi les vrais dangers, en fait, Hervé? Les dangers, tout ce qui est gaz et huile, feu, explosion, faut pas l'oublier. Nous sommes quand même sur une installation pétrolière. Le risque zéro n'existe pas. Il est omniprésent, faut pas l'oublier. Mais vous êtes vigilant aussi sur le feu, etc. Parce qu'en fait, c'est une bombe ici. On va diaboliser, on va désamorcer cette bombe. On va dire un gros pétard. C'est un gros pétard, voilà. Éventuellement, c'est un pétard. On n'y pense pas puisque ça fait partie de notre quotidien. Il faut que les gens soient rassurés à venir. On ne faut pas y penser trop fort, sinon on devient un peu dingue. On devient parano. Pour nous, notre travail premier, c'est de renvoyer tout le monde à la maison sans le moindre bobo. Et de puissent rejoindre leur famille sans le moindre souci. D'accord. Mais imaginons qu'il se passe quelque chose. Il y a une explosion, il y a un truc. Vraiment un gros souci. Qu'est-ce qui se passe? Cela fait partie des scénarios que nous avons à mettre en œuvre. Ça fait partie de nos exercices sécurité. Si sinistre il y avait de ce type-là, nous allons prendre le bateau, ce qu'on appelle les moyens d'évacuation, les free fall. On va se rapprocher tout à l'heure. C'est les structures oranges, là. Voilà, tout à fait. Ok, on y va. Allez, hop. Donc là, Julienne, s'il te plaît, une main, 2, 3, tranquille. On reste attentif. Ça peut être glissant, la porte. Je peux mettre mon pied là? Voilà. Donc tu restes prudente sur les marches. Ça sent pas très bon. Ça sent simplement la fibre de verre. Et comme ils sont fermés en permanence... On s'assied comment? On met la tête ici? Voilà, tout à fait. Et les pieds, il faut qu'ils reviennent. Les fesses là? Le plus simple, c'est que tu lances la jambe, tu vas chercher là-bas, et les fesses, naturellement, viennent glisser sur le siège. D'accord. S'il n'y a plus que des places en haut, tranquille. Je préfère m'être habituée. Laisse glisser les fesses. Voilà. Ah oui, d'accord. Tu laisses caler les fesses, voilà. Ok. Tranquille. Et je viens poser ma tête ici. Voilà, tout simplement. J'attache ma ceinture. Voilà. C'est comme une ceinture de sécurité d'avion. Ouais. Là, maintenant, avec la ceinture frontale, tu viens chercher les deux extrémités. Ouais. Tu viens plaquer sur le front, sans serrer plus, et tu mets le velcro en place. Ah d'accord, pas plus que ça. Simple, ça sert à quoi alors? Si, non, tu peux serrer un peu plus, il faut que ça tienne. Ouais. Et moi, je conseille de mettre les mains sur le front après, de façon à empêcher la ceinture de glisser. Pourquoi? Parce qu'avec le... Voilà, tout simplement. Avec le stress,
On aura le fond. Et puis j'imagine que quand on tombe dans l'eau, ça fait comme ça, quoi. Non. Non? Pour dédiaboliser un peu tout cela, le bateau, 22 mètres au-dessus de l'eau. 22 mètres? Mais c'est rien. Vitesse au contact estimée à 50 km/h. Sur un coup de frein, ça n'a jamais tué personne. Par contre, ça fait mal. Donc, là, ça va être pareil. Il va y avoir le choc et après, ça va se réduire. Tout simplement, le bateau étant dessiné pour déchirer l'eau, lui, choc rude, et après, il n'y a pas de frein sur le bateau. Il va continuer sur 800 ou 1000 mètres. Donc, ça va nous dégager de la zone à risque que représenterait le FPU éventuellement. En cas d'évacuation, voici à quoi ressemble l'éjection des free fall. Une chute de 22 mètres à bord du bateau de survie. Quatrième jour. C'est le milieu de mon séjour. J'ai pris mes marques. Je continue d'apprendre. Là, on voit bien la production de ce qu'on appelle l'huile, ce qui est envoyé aux raffineries, et la production d'eau. Ce que vous appelez l'huile, c'est le pétrole? Oui, absolument. Oui. Aujourd'hui, nous recevons une cargaison de produits frais. Bien manger est primordial pour le moral à bord. Il y a un système de sécurité, c'est que je suis le seul à avoir le numéro des plombs qui sont posés à terre. Les plombs, c'est un peu comme voilà, un plomb? Un plomb, voilà, un peu plombé. Et je vérifie le numéro du plomb et ça permet de voir que personne n'a manipulé le container. On n'a pas rajouté des vifs qui seraient de mauvaise qualité. Entre la vérification du vétérinaire à terre et là maintenant, il n'y a personne qui l'a ouvert, on en est sûr. C'est ce qu'on va voir en prenant les numéros du. Et donc là, ça y est, ça peut entrer en cuisine maintenant, c'est autorisé. Donc là, comme d'habitude, on a les yaourts, des fruits, des légumes, des fruits frais, surtout du frais, des oignons, des pommes de terre. Ok, c'est bon. À Lima, c'est un environnement isolé et dangereux. Et pourtant, devant moi, j'ai le tableau d'une vie paisible. En parlant avec Hervé, je découvre qu'ici, tout le monde cherche la routine. Presque une vie monotone. Ça t'embête pas si j'enregistre ce qu'on se dit? Non, non, je t'en prie. Non. Ça me permet de bien me souvenir. 20 grammes de sauce. Hervé, il y a près de 80 gars qui travaillent et qui vivent ici, pour certains jusqu'à 6 semaines. C'est pas un peu difficile quand même? Il n'y a pas des conflits parfois? Non, on essaye d'être malléables les uns les autres. Ne pas oublier chez nous, s'il y a un pépin, on est tous dans la même galère. Si on n'est pas solidaire, on n'a rien à faire ici. On ne peut pas travailler perso, donc chacun y met du sien. On y met du sien comment? Parce que des conflits, il y en a partout à terre. Comment vous faites pour vivre sans conflit? Dans un bureau en France, tu prends la tête avec quelqu'un, tu rentres à la maison, tu fais le break, tu peux revenir lui faire la gueule, c'est pas un moment. Ici, tu peux pas faire la gueule. Tu vois, le risque est que derrière, moi j'ai des gens qui vont pas être optimum sur leur travail. Émotionnellement, tu veux dire? Aujourd'hui, c'est des gens qui vont faire leur travail, qui vont bâcler leur travail avec tous les risques qu'il y a autour. Puisque nous sommes bien, il faut se rappeler, milieu gaz, hydrocarbures. On a quand même un produit qui est hautement inflammable, donc avec tout ce que ça peut générer. Et vraiment, il n'y a jamais de bagarre? La bagarre, non, parce qu'elle serait sanctionnée immédiatement par un renvoi immédiat. Ah oui, ça rigole Aussi, pas. non, on ne peut pas se permettre. Pourquoi? Parce qu'un chahut qui va démarrer ici sur la table, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il ne va pas continuer sur les installations. Et donc mettre la sécurité à mal. Tout à fait. On ne peut pas s'amuser à cela. Et du coup, quand tu te retrouves à terre, dans les rapports humains plus agressifs, ça fait pas bizarre? Déjà, lorsque je mets le pied à l'aéroport, que j'entends les gens rouspéter à droite à gauche, ça m'énerve toujours un peu. Pourquoi? Parce qu'on a eu un mode de vie pendant 4 semaines où l'émotion a été maîtrisée et autres, et qu'on voit les gens qui se lâchent en France. Donc, c'est vrai que c'est un peu gênant. Donc, mais bon, on prend son mal en patience. Tu te remets vite à râler aussi? Non, c'est vrai que j'ai cette faculté aujourd'hui de pouvoir maîtriser, c'est pas râler, maîtriser mes émotions, je dirais plutôt ça. Réussir à se maîtriser, ça c'est le maître mot. En fin de compte, c'est un peu ce qui se passe ici pour tout le monde. Qu'on le veuille ou non, on a tous le sang plus ou moins chaud. Mais c'est cette notion de maîtrise qui est vraiment importante. Sur la plateforme, après 12 heures de travail, retrouver sa chambre est un moment précieux. J'ai de la chance, j'ai une cabine pour moi toute seule. Mais à bord, la place et l'intimité sont limitées. La plupart des 80 équipiers dorment à 3 par dortoir. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Ça va? Ça va, oui. Je suis la couchette juste à côté. Ah, d'accord. Alors si vous ronflez, je vais vous entendre. Vous êtes dans une cabine à 3? Oui, bien sûr. On partage la même chambre. Ah ouais, parce que moi je suis à côté, j'ai la même, mais je suis toute seule. Toute seule?
Mais ouais. Ah, mais c'est 923. Toute seule, parce que vous êtes aussi femme hein, ici. Ah ouais. On On mélange peut pas. mélanger les hommes et les femmes. Non, malheureusement non. Non, on ne mélange pas. Vous avez dit ce serait bien de mélanger? Mais non, du tout. Non, bien au contraire. Pourquoi? Non, on a dit qu'on mélange pas parce que ce serait pas... C'est un peu anti, comment je peux dire... C'est pas appréciable, quoi. Ouais. Il y a trop de proximité pour mélanger les hommes et les femmes. Ouais. Mais côté intimité, ce serait pas bien, quoi. C'est pas possible. Ouais, je vous confirme, vous êtes très sympathique, mais j'ai pas envie de partager ma gamine avec vous. Mais non, ça se pourrait, remarque, c'est pas impossible. Hein. Ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire. Écoute, on va y réfléchir. Hein. Je suis là pour un long moment. Mais non, ce serait pas mauvais. Hein. Ce serait pas mauvais. Bon, allez, je vais me coucher. On se voit demain au petit-déj. Faites de beaux rêves. Merci, pareillement. Bonne nuit. Merci. Cinquième jour. Je repars sur le site de production poser mes questions. Maintenant, je connais presque tout le monde. Je suis à l'aise au sein de cette communauté. Julienne, bonjour. Bonjour. Ouais, tu viens, on va partir sur le top side. D'accord. Je vous suis. En fait, c'est une grosse machine qui fonctionne apparemment très bien, mais on a l'impression que ça suinte un peu de partout et que ça demande une maintenance énorme, quoi. Oui, maintenance énorme, vous avez raison. Mais en gros, on essaie d'anticiper. Donc, on fait de la maintenance préventive pour éviter d'avoir des arrêts de machine. Donc, et côté corrosion, par exemple, on essaie d'anticiper sur les travaux de peinture pour éviter d'avoir une installation corrodée, quoi. Mais c'est presque un peu vivant, cette bête, non? Vivant, oui. C'est quand même une énorme bête. Tout à fait. Tout à fait. C'est quand même, on va dire, une grande barge, et c'est la plus grande barge du Congo. Et alors, combien elle peut, la capacité de production de alors, cette plateforme? C'est une plateforme qui a été construite pour traiter 90 000 barils de pétrole par jour. Ça fait combien de pleins de Voilà, voitures? donc pour vous illustrer, ça fait à peu près 286 000 pleins d'une voiture qui a un réservoir de 50 litres. Donc ça, chaque jour? Chaque jour. La plateforme tourne tous les jours. De jour comme de nuit. C'est pas trop dur de bosser dans un bruit pareil? T'as pas mal à la tête le soir? Oh non, 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 sauf si vous ne vous protégez pas. Parce que la tête supporte une fréquence donnée de bruit. Hein, au-delà de quelques décibels, je pense que vous allez tomber malade. Voilà pourquoi on a toujours ces protections-là, de façon à ne pas tomber malade. Mais ça épuise quand même ce bruit toute la journée. Il y a du bruit toute la journée, oui. L'installation est en service, il y a toujours du bruit. Il n'y a pas de bruit seulement quand il n'y a plus rien qui fonctionne. On s'habitue ou pas? S'habituer, bon, mais t'es obligé. Hein. T'es obligé parce que c'est ton métier, c'est ton milieu de travail. On est là, on n'est pas malade parce qu'on se protège. Enfin, ça n'empêche pas que le bruit, c'est fatigant. Pas comment... Tu vois, tu m'entends même pas. Mais oui. Oui, je t'entends. Bah, ça doit faire du bien le soir quand il est l'heure d'enlever les bouchons et de rentrer au quartier, quand même. Il n'y a pas de souci. Allez, continue.
Je m'accorde une pause. Je pense au pays. La France est à 6000 km. Julienne, s'il te plaît. Ouais, est-ce que tu peux te mettre debout parce que c'est pas autorisé en fait. C'est pas autorisé de s'asseoir sur le topside parce que ça explique comme s'il n'y a pas l'activité. Ah pardon. Voilà, donc quand on est à l'extérieur, on se met au travail. Et s'il y a un petit temps mort, c'est mieux de rester debout et puis en train de réguler. Oui. Pascal, Oui. je peux entrer? Oui, bien sûr. Moi, je suis pas malade, hein. Oui, très bien. Mais je viens de poser quelques questions. Bon, Alors, Pascal. c'est moi. Ça vous embête pas si je vous enregistre? Non, pas du tout, non. Très bien. Pascal, vous êtes responsable de tout ce qui est médical ici. Voilà, donc à bord, je réponds au doux nom de médic avec des variantes comme on trouve en Afrique. Il y a sorcier, ça évolue. Maintenant, on dit médic, on cherche le médic, on trouve le médic. Voilà. Et alors, c'est quoi qu'on soigne le plus ici? Donc les gros chiffres des statistiques, ce sont les pathologies ORL, les pathologies donc avec des angines, des rhinopharyngites, des rhumes, ce qu'ils appellent la grippe, etc. Les clients appellent la grippe. Alors il y a hélas de nouvelles pathologies qui évoluent depuis quelques années dans les filiales du Golfe de Guinée. Ce sont des pathologies cardiovasculaires qui sont liées à des problèmes de société. Le surpoids, hein, il y a de plus en plus de gens qui sont en surpoids, même obèses, et ceci entraîne donc des pathologies cardiovasculaires, des hypertensions artérielles et des diabètes. Et vous pouvez refuser quelqu'un sur la plateforme Oui, alors oui, maintenant, oui. Par exemple, ça arrive régulièrement. La semaine dernière, je me suis vu dans l'obligation de faire redescendre, pour raison médicale, donc 2 collaborateurs qui arrivaient. Et il y a des types qui me regardent étonnés quand je leur annonce qu'ils ont 17, 18 de tension. Ah bon, je savais pas. Je savais pas, ou je pensais que ça allait mieux, ou etc. Et c'est incompatible avec l'activité? On ne peut pas prendre le risque. Est-ce que tu as goûté ton repas avant de le saler? Je crois qu'il faut d'abord que tu goûtes pour savoir si c'est salé ou pas. Le bon geste veut que tu goûtes d'abord. Trop de sel, c'est pas bon pour la santé, hein. Voilà, ça peut aller déjà. Très bien. Voilà. Alors, c'est bon le repas? Ouais. Équilibré? Équilibré, oui. Ah oui, ça c'est de la sauce vinaigrette, ça c'est de la sauce mayonnaise. Et là, vous avez aussi de la sauce au citron. C'est que des sauces et vous en avez pris trop pour un seul repas. Ça va faire un apport excessif de graisse pour un seul repas. Vous n'avez pas pris de légumes, hein? Votre assiette est déséquilibrée, hein? C'est bon. Il n'y a pas de légumes, regardez. Ce poisson et l'œuf, c'est le même groupe d'aliments. Donc vous avez pris la même chose et votre repas est déséquilibré. Pour vous lever, je vais vous montrer l'exemple d'un repas équilibré. Venez. Regardez. Voilà le modèle d'un repas équilibré. Si vous, tous les jours, vous mangez que ça et ça, eh bien, vous allez souffrir des carences alimentaires et vous allez souffrir des maladies cardiovasculaires et peut-être même de la constipation. Voilà. Donc, prochainement, si vous pouvez suivre cet exemple, ça sera bien. Bon appétit! Sixième jour. J'envoie un email à ma famille. Coup de fatigue, coup de blues. Mais Guy Alfred a décidé que ce n'était pas le moment de se relâcher. Il a prévu un programme agité pour les équipes. Bon, messieurs, exercice. Ben, c'est parti. Ok, très bien. Je sais plus où c'est. Ceci est un exercice. Je répète, ceci est un exercice. Ralliez votre point de rassemblement. Ralliez votre point de rassemblement. Ah ouais. Et sur
si on ne trouve pas la personne dans le quartier, on lancera le ratissage sur les installations à topside. Lancez le ratissage, quartier vie, les bureaux, tous les étages. Ok, donc on est sur Ange Colimba, victime consciente, problème membre inférieur, cheville gauche. Je répète, Ange Colimba est conscient. Ok, bon, on va faire le débriefing habituel après exercice. Fin de la simulation, le faux blessé est sorti de son rôle. Guy Alfred fait le bilan. Bon, déjà, au niveau de l'alarme. Vous m'avez fait une petite surprise là. C'est vrai? Hein? Mais vous avez vraiment été surprise là? Ah, j'ai eu peur. Bon, ça peut être impressionnant, oui. Ah, et quand ça se lance là, c'est. Je pense surtout, que... au début, moi je me souvenais plus où c'était. Ah. Je savais plus, j'étais perdue, j'étais toute seule parce que j'étais à internet et il n'y avait personne. Donc j'ai flippé. D'accord. Si on devait évacuer, donc c'est une décision volontaire, comme dire, dans un cas où... C'est là qu'on a besoin. Voilà, c'est protégé. Hein. Et donc la décision d'évacuer, elle est volontaire. Elle est décidée si on arrive à un point où on ne peut plus maîtriser le sinistre. Et c'est vous qui décidez? Disons, voilà, le PCA. Voilà. Dernière nuit à bord. Bientôt, c'est la relève pour une partie du personnel. Oh, au fond, c'est au fond ça. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça marche. Ouais. Parce qu'on s'approche à la descente. Ah, c'est bientôt la descente? Voilà pourquoi il y a un peu de C'est monde. quand pour vous? C'est le même vendredi. Ah ouais. Et nous allons partir ensemble. Ouais. Dans le même bateau. Je vais voir vos mines réjouies. Ça sera vraiment intéressant. C'est la libération? Oh, franchement. Un peu à libération, ouais. Un peu à libération. Pourquoi? Mais pour une courte durée, 2 semaines, ça passe très vite. Ça passe plus vite où? À terre ou sur la plateforme? Ça passe plus vite à terre. Ça passe plus vite à terre. Ah, plus vite à terre. Qu'ici. Parce que même ici, le premier jour, c'est un peu comme l'enfer, quoi. C'est quoi le plus dur quand on travaille sur une plateforme? Plus dur. Allez, c'est facile à dire. Plus dur à supporter. Plus dur à supporter. Plus dur à rester longtemps ici. C'est l'éloignement de la famille. L'éloignement de la famille. Bon. Mais justement, parfois, ça fait pas du bien de s'éloigner un petit peu de la famille. Ah mais si, ça fait quand même du bien. Ah mais la famille, c'est toujours la famille. Il y a des moments, ça fait du bien quand même. La famille, c'est toujours la famille. Alors, quand tout va bien, c'est bon. Ah oui, quand la famille, quand on vous rassure que tout va bien à Pointe-Noire, ok, on est tranquille. Mais c'est quand on vous dit, par exemple, moi qui ai un enfant, on dit mais l'enfant est malade, ça commence à déranger. Quoi. Pendant ce temps-là, l'idéal ce serait de ne pas appeler tout le temps. Quoi. Parce que pour rien, tu peux appeler la maison, que madame n'est pas à la maison, mais en fait un plan. Quoi. Ouais. C'est comme si vous avez maintenant 2 problèmes. Ça veut dire que le premier problème, vous venez pour le boulot, et vous vous occupez encore de ce qui se passe à la maison. Ah là, c'est pas ça risque de vous traumatiser. Il faut laisser derrière soi la vie à part entière, quoi. Quand vous arrivez, vous abandonnez un peu tout, quoi. Donc il faut penser au boulot, penser à ce que vous faites. Et le reste après. Oui. Donc vous mettez dans la tête. Moi, je suis venu pour travailler pendant 2 semaines, et puis le reste, c'est après, quoi. C'est la descente. Ah non, je peux pas. Je peux pas laisser mon enfant 2 semaines par mois, c'est pas possible. Et encore, si ma famille habite à Pointe-Noire, 4 semaines, c'est impossible, je peux pas, quoi. Je crois que c'est ça, quand même, pour une femme qui rend difficile. Mais même pour vous, c'est les enfants qui rend les choses le plus difficiles. Parce qu'une épouse, même si elle manque, etc., on n'a pas le sentiment de manquer des moments. Alors que les enfants, on manque des trucs, quand même. Non. Et la descente, c'est le jour béni, quoi. Ah oui, c'est... Ouais, ça venait du cœur, hein. Pas dans le sens qu'il a parlé pour se récupérer pour la femme, non. Non, pour le plaisir de retrouver la famille. Oui. Imaginez quand vous descendez, c'est comme si c'est un jour nouveau, quoi.
On revoit Pointe-Noire, tu mais attends, mais c'est là. À partir de demain, ceux qui descendent vendredi, ils sont en liesse sur compte. Parce que c'est l'inverse. Pour ceux qui viennent, c'est le stress. Et pour nous qui descendons, c'est la joie. Les hommes sont heureux de partir demain. Mais en reprenant mes notes et mes enregistrements, je me souviens que la plupart d'entre eux sont contents de faire ce boulot. Bon salaire, bonne situation, ça fait passer l'isolement. Pour certains comme Iben, être technicien à bord, c'est presque la réalisation d'un rêve d'enfant. Est-ce que quand tu étais gamin, t'aimais jouer aux jeux de construction, arranger, réparer, bidouiller? Bien sûr, bien sûr. Tu faisais quoi? Oui, on avait à l'époque des petits jeux de carrés qu'il fallait former des pyramides, des trucs comme ça. Et en fait, ça me donnait cette envie de pouvoir faire du bricolage à la maison. Et c'est par là que mon père a pensé m'orienter un peu dans la technique, vu que j'étais un peu brillant aussi dans les matières techniques. Et facilement, il a décidé que je fasse des études techniques. Et aujourd'hui, je ne regrette pas de ce que je suis technicien aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui à ta famille? Bon, mais vraiment l'assistance au maximum. Parce que mon père aujourd'hui, il est retraité de la communauté, je sais pas si la famille, toujours la famille, c'est tellement important. Mais il y a un autre sujet qui compte aussi. Bon, tu vas me trouver peut-être un petit peu indiscrète. Ouais. Mais c'est pas dur, 4 semaines sans sexe. Ouais, ça manque. Ouais. Enfin, moi, je sais que, en plus, j'aime ça, donc. Mais c'est vrai que ça manque, ça c'est clair. Mais quand il y a une femme, par exemple, vous êtes monté vous, ça s'est propagé à une vitesse grande. Ah bon? Ouais. Vous avez été super discret. Ah non, mais ça c'est. Ah, mais pas que chez nous, chez les nationaux aussi, hein. Ah, parce que chez les locaux aussi? Ah ouais, ils sont encore plus que nous. Et il y a une chose qui m'a souvent été répétée à bord. La séparation avec les proches, c'est pas toujours négatif. Et ensuite, il y a deux vies parallèles. Son épouse ou sa fiancée ou son ami va mener sa vie en France. Nous, on va mener notre vie ici. Il faut que chacun fasse ce truc. Et puis cette séparation fait mûrir aussi des sentiments qui fait qu'après, en rentrant, c'est quand même plus sympa d'avoir plein de choses à faire. Enfin, certains l'ont avoué franchement. Accepter cette vie de contrainte, c'est aussi motivé par l'argent. Pourquoi c'est intéressant financièrement? Ah, mais déjà, on n'est pas imposable. Complètement? On ne paye pas d'impôts. Puis après, financièrement, on a des primes de mer, des primes d'expatriation, plus le salaire de base. Et en salaire, ça vous fait combien? Dans une moyenne, je dirais 4 500, 5 000. Dernier jour. La relève arrive dans un instant par la mer. Ceux avec qui j'ai parlé dans leur cabine, avec qui j'ai partagé des confidences dans la salle de détente, rentrent chez eux. Pour la première fois que je suis ici, je les vois libérer leurs émotions. On repart, aller trouver la famille. Ça fait du bien comme ça. C'est beaucoup bon comme ça. Tu ne mets pas le WC. Pour les hommes sur le départ, le bateau n'arrive jamais assez vite. Depuis la plateforme, l'impatience s'exprime à haute voix. La navette va mettre 3 heures à relier la terre. C'est pour ça que ceux qui rentrent chez eux mettent la pression pour que l'embarquement se fasse rapidement. Moi, je viens dire au revoir à mes compagnons d'aventure. Ils rentrent se reposer 2 semaines.
Bah, c'était un plaisir. Hein. Et puis plein de bonnes choses pour les 2 semaines à venir. Hein. La relève monte à bord. Ceux-là vont travailler au minimum 15 jours sur la plateforme. Il y a toujours de l'ambiance comme ça à la relève? Ah ouais, nous c'est un jour de libération. Eux ils viennent comme en prison, on va dire. Devant moi, la fraternité entre ceux qui partent et ceux qui restent. Hey. Bon et vous partez quand? Maintenant, c'est à mon tour de partir. C'est le terme de mon séjour. C'est la fin de ma vie ailleurs. Julienne, c'est bientôt l'heure du départ. Ah là, je crois que on y est là. Il est en train d'arriver. Là. Ouais. Mm. Bon, alors comment avez-vous vécu cette expérience à bord du FPU Alima? C'était une sacrée aventure, hein, quand même. Puis surtout l'impression d'être à l'origine de ce qui fait encore aujourd'hui tourner le monde moderne, quoi, le pétrole. Ah. Écoutez, le plaisir était partagé et on vous souhaite un bon retour chez vous et parmi les vôtres. Merci, hein. À bientôt. Au terme de mon aventure sur la plateforme pétrolière, j'éprouve de la joie à l'idée de retrouver ma famille. Avec tous ceux que j'ai connus ici, j'ai vécu une expérience passionnante. Mais déjà, je me sens appelée par d'autres aventures. Ailleurs, il y a sans doute encore d'autres vies à découvrir. Ah, on est mieux là. Ah ouais, là, je suis mieux. Ah, ça va mieux. Je ne sais plus comment je suis arrivée là. Je sais juste que ce canapé m'a
Deuxième jour. 5 heures du matin. C'est l'heure du réveil sur Halima. C'est ainsi 7 jours sur 7, toute l'année. Dans cette vie ailleurs, il n'y a pas de jour de repos. Moi, j'ai du mal à sortir du lit. Je m'accorde encore 5 minutes de sommeil. Dans ce monde à part, le calme et la routine sont des règles de vie. Économie de gestes, économie de mots. Ici, les hommes commencent la journée en silence, ou presque. Des hommes et des femmes qui vivent différemment de la plupart d'entre nous. Par conviction ou par choix professionnel, ils forment des communautés coupées du reste du monde. Ils sont souvent séparés de leur famille, isolés, tenus au secret. Vous allez découvrir leurs codes, leurs règles, leurs histoires. Vous allez pénétrer dans une vie ailleurs. Vous ne vous êtes jamais demandé si la vie des autres était plus intéressante que la vôtre? Si vous aviez fait les bons choix dans l'existence? Je m'appelle Julienne Berthaud, je suis journaliste et je me pose les mêmes questions. Je participe à un stage de survie avant de partir découvrir une vie ailleurs. Attention, ne jamais ouvrir la ceinture de sécurité à partir du moment où l'hélico commence à se remplir d'eau. On me prépare à affronter une chute d'hélicoptère. Un amérissage forcé. Je suis à Pointe-Noire, au Congo, à 6000 km de la France. Mais ce n'est pas ma destination finale. Je quitte la côte africaine. Je vais découvrir un monde à part et vivre près de ceux qui travaillent des semaines, dans un lieu à risque, loin de leur famille. Ancrée dans l'océan Atlantique, ma destination, une plateforme pétrolière. Ça y est, j'y suis. Après 40 minutes de vol, l'hélicoptère me dépose sur cette énorme structure d'acier à 80 km de Pointe-Noire. Bonjour. Pendant une semaine, je vais partager l'existence des 80 personnes installées sur cette île industrielle et raconter leur histoire. Leur choix de vie m'interpelle. Cet univers professionnel m'intrigue. L'aventure commence maintenant. Julienne, je vous en prie. Merci. Donc, je vais vous présenter au chef de site, Guy-Alfred Ogoula. Bonjour. Maître des lieux. Julienne. Guy-Alfred, enchanté. Et Pareillement. bienvenue à bord. Guy-Alfred, le patron du site, veut me présenter la plateforme depuis la mer afin d'avoir une vue d'ensemble de la structure. Alors c'est chacun à son tour. D'accord. Et on attend les instructions de l'homme de pont. Et puis surtout, il faudra suivre les instructions du matelot. C'est bon? Allez-y, je vous regarde. C'est un peu impressionnant quand même, hein? Ouais, ouais. Mais vous verrez, c'est très facile une fois qu'on l'a fait. Allez, à tout à l'heure. Vous écoutez à la lettre tout ce qu'il vous dit. D'accord. Et ça peut arriver qu'il te tire, il faut vous laisser aller. Hein. D'accord, ok. D'accord. Je flippe. Merci. Oh, ça va. Initiale FPU pour unité flottante de production. Le nom de la plateforme c'est Halima, son implantation le site pétrolier de Mohobi-Londo. Sur les flancs de la barge, des panneaux de mise en garde. Navigation interdite à proximité du site. Ici les bateaux de pêche sont une menace. Les filets risquent d'endommager les installations sous-marines. Halima est une masse d'acier de 27 600 tonnes. C'est presque 3 fois le poids de la tour Eiffel. Un enchevêtrement de canalisation et de tubes étalés sur 180 mètres. Vous parlez des modules, là, ce qu'on appelle des modules, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est les différentes parties de l'installation, là, du procédé. Et ces modules, en fait, ils ne sont pas disposés par hasard. C'est-à-dire qu'en partant du château
jusqu'à l'avant du FPU, hein, d'accord. Le château, c'est le quartier de vie. Voilà, c'est le quartier vie. En fait, on va aller par niveau croissant de dangerosité des effluents, d'accord. Les hydrocarbures, on va les rencontrer qu'après. Et donc c'est toujours cette notion de protection en fait du personnel, hein. Donc c'est-à-dire tout ce qui est proche du quartier vie, en fait, on va mettre que des facilités ou des installations qui présentent un niveau de risque qui est très faible. C'est pour ça d'ailleurs que les lieux de vie, les lieux de rassemblement se trouvent à l'arrière. Voilà, les zones d'évacuation se trouvent à l'arrière. Exactement, parce que ce sont les parties de l'installation qui sont le moins exposées. Voilà. Donc c'est quoi cette flamme qui brûle en permanence? Alors je pourrais la comparer à cette torchère à une cocotte minute, un peu comme celle que vous utilisez chez vous. En fait, c'est pour éviter que ça pète. Voilà, il y a des dispositifs de sécurité sur l'installation, ce sont des soupapes, un peu toujours l'exemple de la cocotte minute. C'est-à-dire que si dans un cas de marche on a la pression qui monte, eh ben, cette excédent de pression peut être évacué au travers de ces soupapes et dirigé vers la torchère. Là, on se rend vraiment compte qu'on est en pleine mer. On va pas la faire trop longue, hein? Non, 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 mais moi je m'adapte à vous, hein. Vous n'avez pas l'air bien, là. Pas trop. Pourtant, je m'étais équipée, hein, mais... Ouais. Là, mais si vous ne sentez pas bien, Ah non, mais c'est parce que là, ça bouge beaucoup, quand même, hein. C'est vrai Ça que va, là... vous sentez rien? Moi, non. Rien du tout, comme si vous étiez à terre. Alors non, parce que ça bouge quand même. Oui, non, mais au niveau, à l'intérieur. Non, j'ai pas la nausée, non. Mais c'est pareil, c'est une question d'habitude, quoi. Ouh, ça va aller, ça va aller. Un grand coup d'air, respirez fort. Concentrée sur ce que vous me disiez. Ouais. Et... Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'air frais. Tout l'air est chaud et moite, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Du coup... C'est la saison des pluies, ouais, qui commence en saison sèche, c'est un peu plus frais. Ouais. Parce que le plafond est plus bas, c'est couvert. Alors, c'est bon le repas? Oui, oui. Équilibré? Équilibré, oui. Ah oui, ça c'est de la sauce vinaigrette, ça c'est de la sauce mayonnaise, et là vous avez aussi de la sauce au citron. C'est que des sauces et vous en avez pris trop pour un seul repas. Ça va faire un apport excessif de graisse pour un seul repas. Vous n'avez pas pris de légumes, hein? Votre assiette est déséquilibrée, hein? C'est bon. Il n'y a pas de légumes, regardez. Ce poisson et l'œuf, c'est le même groupe d'aliments. Donc vous avez pris la même chose et votre repas est déséquilibré. Pour vous lever, je vais vous montrer l'exemple d'un repas équilibré. Venez. Regardez. Voilà le modèle d'un repas équilibré. Si vous, tous les jours, vous mangez que ça et ça, eh bien vous allez souffrir des carences alimentaires et vous allez souffrir des maladies cardiovasculaires et peut-être même de la constipation. Voilà. Donc prochainement, si vous pouvez suivre cet exemple, ça sera bien. Bon appétit! Sixième jour. J'envoie un email à ma famille. Coup de fatigue, coup de blues. Mais Guy Alfred a décidé que ce n'était pas le moment de se relâcher. Il a prévu un programme agité pour les équipes. Bon, messieurs, exercice. Ben, c'est parti. Ok, très bien. Je sais plus où c'est. Ceci est un exercice. Je répète, ceci est un exercice. Ralliez votre point de rassemblement. Ralliez votre point de rassemblement. Ah ouais. Et si on ne trouve pas la personne dans le quartier, on lancera le ratissage sur les installations en topside. Lancez le ratissage, quartier vie, les bureaux, tous les étages. Ok, donc on est sur Ange Colimba, victime consciente, problème membre inférieur, cheville gauche. Je répète, Ange Colimba est conscient.
Ok. Bon, on va faire le débriefing habituel après exercice. Fin de la simulation, le faux blessé est sorti de son rôle. Guy Alfred fait le bilan. Bon, déjà... La plateforme depuis la mer afin d'avoir une vue d'ensemble de la structure. Alors c'est chacun à son tour. D'accord. Et on attend les instructions de l'homme de pont. Et puis surtout, il faudra suivre les instructions du matelot. C'est bon? Allez-y, je vous regarde. C'est un peu impressionnant quand même, hein? Ouais, ouais. Mais vous verrez, c'est très facile une fois qu'on l'a fait. Allez, à tout à l'heure. Hein. Vous écoutez à la lettre tout ce qu'il vous dit. D'accord. Et ça peut arriver qu'il te tire, il faut vous laisser aller. Hein. D'accord, ok. D'accord. Je flippe. Merci. Oh, ça va. Initiale FPU pour unité flottante de production. Le nom de la plateforme c'est Alima, son implantation le site pétrolier de Mohobi-Londo. Sur les flancs de la barge, des panneaux de mise en garde. Navigation interdite à proximité du site. Ici les bateaux de pêche sont une menace. Les filets risquent d'endommager les installations sous-marines. Alima est une masse d'acier de 27 600 tonnes. C'est presque 3 fois le poids de la tour Eiffel. Un enchevêtrement de canalisation et de tubes étalés sur 180 mètres. Vous parlez des modules, là, ce qu'on appelle des modules, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est les différentes parties de l'installation, là, du procédé. Et ces modules, en fait, ils ne sont pas disposés par hasard. C'est-à-dire qu'en partant du château jusqu'à l'avant du FPU, hein, d'accord. Le château, c'est le quartier de vie. Voilà, c'est le quartier vie. En fait, on va aller par niveau croissant de dangerosité des effluents, d'accord. Les hydrocarbures, on va les rencontrer qu'après. Et donc c'est toujours cette notion de protection en fait du personnel. Hein. Donc c'est-à-dire tout ce qui est proche du quartier vie, en fait, on va mettre que des facilités ou des installations qui présentent un niveau de risque qui est très faible. C'est pour ça d'ailleurs que les lieux de vie, les lieux de rassemblement se trouvent à l'arrière. Voilà, les zones d'évacuation se trouvent à l'arrière. Exactement, parce que ce sont les parties de l'installation qui sont le moins exposées. Voilà. Donc c'est quoi cette flamme, ce qui brûle en permanence? Alors je pourrais la comparer à cette torchère à une cocotte minute, un peu comme celle que vous utilisez chez vous. En fait, c'est pour éviter que ça pète. Voilà, il y a des dispositifs de sécurité sur l'installation, ce sont des soupapes, un peu toujours l'exemple de la cocotte minute. C'est-à-dire que si dans un cas de marche on a la pression qui monte, eh ben, cet excédent de pression peut être évacué au travers de ces soupapes et dirigé vers la torchère. Là, on se rend vraiment compte qu'on est en pleine mer. Que les gens fassent les choses correctement, fassent les choses dans les règles. Et puis le boss se doit de garder quand même de son froid si des situations tendent à dériver un peu pour voilà quoi. On doit quand même mettre la personne qui va insuffler la confiance au personnel quoi. Parce que si on commence à paniquer nous-mêmes, voilà, ça peut être contagieux. Vous n'allez pas me dire que ça vous manque quand vous êtes à terre, quand même? Parfois, ça peut arriver. Ça peut arriver, parfois, oui. Voilà. On a parfois l'impression de ne plus être dans l'action. Ça peut arriver. Troisième jour. Hervé Taboret est l'homme de la sécurité. Avec lui, je parle danger et catastrophe. Incendie sur Deepwater et marée noire dans le golfe du Mexique en 2010. Retournement de l'Alexander Keeland en mer du Nord, 123 morts en 1980. Mais c'est quoi les vrais dangers en fait, Hervé? Les dangers, tout ce qui est gaz et huile, feu, explosion, faut pas l'oublier. Nous sommes quand même sur une installation pétrolière. Le risque zéro n'existe pas, il est omniprésent, faut pas l'oublier. Mais vous êtes vigilant aussi sur le feu, etc. Parce qu'en fait, c'est une bombe ici. On va diaboliser, on va désamorcer cette bombe. On va dire un gros pétard. C'est un gros pétard, voilà. Éventuellement, c'est un pétard. On n'y pense pas puisque ça fait partie de notre quotidien. Il faut que les gens soient rassurés à venir. On ne peut pas y penser trop fort, sinon on devient un peu dingue. On devient parano. Pour nous, notre travail premier, c'est de renvoyer tout le monde à la maison sans le moindre bobo. Et de puissent rejoindre leur famille sans le moindre souci. D'accord. Mais imaginons qu'il se passe quelque chose. Il y a une explosion, il y a un truc. Vraiment un gros souci. Qu'est-ce qui se passe? Cela fait partie des scénarios que nous avons à mettre en œuvre. Ça fait partie de nos exercices sécurité. Si sinistre il y avait de ce type-là,
nous allons prendre le bateau, ce qu'on appelle les moyens d'évacuation, les free fall. On va se rapprocher tout à l'heure. C'est les structures oranges là. Voilà, tout à fait. Ok, on y va. Allez, hop. Donc là, Juliane, s'il te plaît, une main, 2, 3, tranquille. On reste attentif. Ça peut être glissant, la porte. Je peux mettre mon pied là? Voilà. Donc tu restes prudente sur les marches. Ça sent pas très bon. Ça sent simplement la fibre de verre. Et comme ils sont fermés en permanence... On s'assied comment? On met la tête ici? Voilà, tout à fait. Et les pieds, il faut qu'ils reviennent. Les fesses là? Le plus simple, c'est que tu lances la jambe, tu vas chercher là-bas et les fesses naturellement viennent glisser sur le siège. D'accord. S'il n'y a plus que des places en haut, tranquille. Je préfère m'être habituée. Laisse glisser les fesses. Voilà. Ah oui, d'accord. Tu laisses caler les fesses, voilà. Ok. Tranquille. Et je viens poser ma tête ici. Voilà, tout simplement. J'attache ma ceinture. Voilà. C'est comme une ceinture de sécurité d'avion. Ouais. Là, maintenant, avec la ceinture frontale, tu viens chercher les deux extrémités. Ouais. Tu viens plaquer sur le fond, sans serrer plus, et tu mets le velcro en place. Ah d'accord, pas plus que ça. Les dorment à 3 par dortoir. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Ça va? Ça va, oui. Je suis la couchette juste à côté. Ah, d'accord. Alors si vous ronflez, je vais vous entendre. Vous êtes dans une cabine à 3? Oui, bien sûr. On partage la même chambre. Ah ouais, parce que moi je suis à côté, j'ai la même, mais je suis toute seule. Toute seule? Mais ouais. Ah, mais c'est nous sommes à 3. Toute seule, parce que vous êtes aussi femmes, hein, ici. Ah ouais. On On mélange peut pas. mélanger les hommes et les femmes. Non, malheureusement non. Non, on ne mélange pas. Vous avez dit ce serait bien de mélanger? Mais non, du tout. Non, bien au contraire. Pourquoi? Non, on a dit qu'on mélange pas parce que ce serait pas... C'est un peu anti, comment je peux dire... C'est pas appréciable, quoi. Ouais. Il y a trop de proximité pour mélanger les hommes et les femmes. Ouais. Mais côté intimité, ce serait pas bien, quoi. C'est pas possible. Ah, je vous confirme, vous êtes très sympathique, mais j'ai pas envie de partager ma cabine avec vous. Mais non, ça se pourrait, ça se pourrait. Remarque, c'est pas impossible. Hein. Ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire. Écoute, on va y réfléchir. Hein. Je suis là pour un long moment. Mais non, ce serait pas mauvais. Hein. Ce serait pas mauvais. Bon, allez, je vais me coucher. On se voit demain au petit-déj. Faites de beaux rêves. Merci, pareillement. Bonne nuit. Merci. Cinquième jour. Je repars sur le site de production poser mes questions. Maintenant, je connais presque tout le monde. Je suis à l'aise au sein de cette communauté. Juliane, bonjour. Bonjour. Ouais, tu On y viens, va on va partir sur le top side. D'accord. Je vous suis. En fait, c'est une grosse machine qui fonctionne apparemment très bien, mais on a l'impression que ça suinte un peu de partout et que ça demande une maintenance énorme, quoi. Oui, maintenance énorme, vous avez raison. Mais en gros, on essaie d'anticiper. Donc, on fait de la maintenance préventive pour éviter de... Dernière nuit à bord. Bientôt, c'est la relève pour une partie du personnel. Oh, au fond, c'est au fond ça. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça marche. Ouais. Parce qu'on s'approche à la descente. Ah, c'est bientôt la descente? Voilà pourquoi il y a un peu de C'est monde. quand pour vous? C'est le même vendredi. Ah ouais. Et nous allons partir ensemble. Ouais. Dans le même bateau. Je vais voir vos mines réjouies. Ça sera vraiment intéressant. C'est la libération? Oh, franchement. Ouais, un peu la libération, ouais. Un peu la libération. Pourquoi? Mais pour une courte durée, 2 semaines, ça passe très vite.
Ça passe plus vite où? À terre ou sur la plateforme? Ça passe plus vite à terre. Ça passe plus vite à terre. Ah, plus vite à terre. Qu'ici. Parce que même ici, le premier jour, c'est un peu comme l'enfer, quoi. C'est quoi le plus dur hein, quand on travaille sur une plateforme? Le plus dur. Allez, c'est facile à dire. Plus dur à supporter. Plus dur à supporter. Rester resté longtemps ici. C'est l'éloignement de la famille. L'éloignement de la famille. Bon. Mais justement, parfois, ça fait pas du bien de s'éloigner un petit peu de la famille. Ah oui, si, ça fait quand même du bien. Ah, mais la famille, c'est toujours Il y a des la moments, ça famille. fait du bien quand même. La famille, c'est toujours la famille. Alors, quand tout va bien, c'est bon. Ah oui, quand la famille, quand on vous rassure que tout va bien à Pointe-Noire, ok, on est tranquille. Mais c'est quand on vous dit, par exemple, moi qui ai un enfant, on dit, mais l'enfant est malade, ça commence à déranger. Quoi. Pendant ce temps-là, l'idéal, ce serait de ne pas appeler tout le temps. Quoi. Parce que pour rien, tu peux appeler la maison, que madame n'est pas à la maison, mais en fait, un plan. Quoi. Ouais. C'est comme si vous avez maintenant deux problèmes. Ça veut dire que le premier problème, vous venez pour le boulot, et vous vous occupez encore de ce qui se passe à la maison. Ah là, c'est pas ça risque de vous traumatiser. Il faut laisser derrière soi la vie à Pointe-Noire. Quoi. Quand vous arrivez, vous abandonnez un peu tout. Quoi. Donc il faut penser au boulot, penser à ce que vous faites. Et le reste après. Oui. Donc vous mettez dans la tête, moi je suis venu pour travailler pendant 2 semaines, et puis le reste c'est après, quoi. C'est la descente. Ah non, je peux pas. Je peux pas laisser mon enfant 2 semaines par mois, c'est pas possible. Et encore, si ma famille habite à Pointe-Noire, 4 semaines, c'est impossible, je peux pas, quoi. Je crois que c'est ça, quand même, pour une femme qui rend difficile. Mais même pour vous, c'est les enfants qui rend les choses le plus difficiles. Parce qu'une épouse, même si elle manque, etc., on n'a pas le sentiment de manquer des moments. Alors que les enfants, on manque des trucs, quand même. Non. Et la descente, c'est le jour béni, quoi. Ah oui, c'est... Ouais, ça venait du cœur, hein. Pas dans le sens qu'elle a parlé, pour se récupérer pour la femme. On y met du sien comment? Parce que des conflits, il y en a partout à terre. Comment vous faites pour vivre sans conflit? Dans un bureau en France, tu prends la tête avec quelqu'un, tu rentres à la maison, tu fais le break, tu peux revenir lui faire la gueule, c'est pas un moment. Ici, tu peux pas faire la gueule. Tu vois, le risque est que derrière, moi j'ai des gens qui vont pas être optimum sur leur travail. Émotionnellement, tu veux dire? Aujourd'hui, c'est des gens qui vont faire leur travail, qui vont bâcler leur travail avec tous les risques qu'il y a autour. Puisque nous sommes bien, il faut se rappeler, milieu gaz, hydrocarbures. On a quand même un produit qui est hautement inflammable, donc avec tout ce que ça peut générer. Et vraiment, il n'y a jamais de bagarre? La bagarre, non, parce qu'elle serait sanctionnée immédiatement par un renvoi immédiat. Ah oui, ça rigole pas. Non, on ne peut pas se permettre. Pourquoi? Parce qu'un chahut qui va démarrer ici sur la table, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il ne va pas continuer sur les installations. Et donc mettre la sécurité à mal. Tout à fait. On ne peut pas s'amuser à cela. Et du coup, quand tu te retrouves à terre, dans les rapports humains plus agressifs, ça fait pas bizarre? Déjà, lorsque je mets le pied à l'aéroport, que j'entends les gens rouspéter à droite, à gauche, ça m'énerve toujours un peu. Pourquoi? Parce qu'on a eu un mode de vie pendant 4 semaines où l'émotion a été maîtrisée et autres, et qu'on voit les gens qui se lâchent en France. Donc, c'est vrai que c'est un peu gênant. Donc, mais bon, on prend son mal en patience. Tu te remets vite à râler aussi? Non, c'est vrai que j'ai cette faculté aujourd'hui de pouvoir maîtriser, c'est pas râler, maîtriser mes émotions, je dirais plutôt ça. Réussir à se maîtriser, ça c'est le maître mot. En fin de compte, c'est un peu ce qui se passe ici pour tout le monde. Qu'on le veuille ou non, on a tous le sang plus ou moins chaud. Mais c'est cette notion de maîtrise qui est vraiment importante. Sur la plateforme, après 12 heures de travail, retrouver sa chambre est un moment précieux. J'ai de la chance, j'ai une cabine pour moi toute seule. Mais à bord, la place et l'intimité sont limitées. La plupart des 80 équipiers dorment à 3 par dortoir. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Ça va? Ça va, oui. Je suis la couchette juste à côté. Ah, d'accord. Alors si vous ronflez, je vais vous entendre. Vous êtes dans une cabine à 3? Oui, bien sûr. On partage la même chambre. Ah ouais, parce que moi je suis à côté, j'ai la même, mais je suis toute seule. Toute seule? Mais ouais. Ah, mais nous sommes à 3. Toute seule, parce que vous êtes aussi femmes, hein, ici. Ah ouais. On On mélange peut pas. mélanger les hommes et les femmes. Non, malheureusement non. Non, on ne mélange pas. Vous avez dit ce serait bien de mélanger? Mais non, du tout. Non, bien au contraire. Pourquoi? Non, on a dit qu'on mélange pas parce que ce serait pas... C'est un peu anti, comment je peux dire... C'est pas appréciable, quoi. Ouais. Il y a trop de proximité pour mélanger les hommes et les femmes. Ouais.
Mais côté intimité, ce serait pas bien, quoi. C'est pas possible. Ah, je vous confirme, vous êtes très sympathique, mais j'ai pas envie de partager ma cabine avec vous. Mais non, ça se pourrait, remarque, c'est pas impossible. Hein. Ça peut se faire. Ça peut se faire. On doit quand même mettre la personne qui va insuffler la confiance au personnel, quoi. Parce que si on commence à paniquer nous-mêmes, voilà, ça peut être contagieux. Vous allez pas me dire que ça vous manque quand vous êtes à terre, quand même? Parfois, ça peut arriver. Ça peut arriver, parfois, oui. Voilà. On a parfois l'impression de ne plus être dans l'action. Ça peut arriver. Troisième jour. Hervé Taboret est l'homme de la sécurité. Avec lui, je parle danger et catastrophe. Incendie sur Deepwater et marée noire dans le golfe du Mexique en 2010. Retournement de l'Alexander Kiland en mer du Nord, 123 morts en 1980. Mais c'est quoi les vrais dangers, en fait, Hervé? Les dangers, tout ce qui est gaz et huile, feu, explosion, faut pas l'oublier. Nous sommes quand même sur une installation pétrolière. Le risque zéro n'existe pas. Il est omniprésent, faut pas l'oublier. Mais vous êtes vigilant aussi sur le feu, etc. Parce qu'en fait, c'est une bombe ici. On va diaboliser, on va désamorcer cette bombe. On va dire un gros pétard. C'est un gros pétard, voilà. Éventuellement, c'est un pétard. On n'y pense pas puisque ça fait partie de notre quotidien. Il faut que les gens soient rassurés à venir. On va y penser trop fort, sinon on devient un peu dingue. On devient parano. Pour nous, notre travail premier, c'est de renvoyer tout le monde à la maison sans le moindre bobo. Et de puissent rejoindre leur famille sans le moindre souci. D'accord. Mais imaginons qu'il se passe quelque chose. Il y a une explosion, il y a un truc. Vraiment un gros souci. Qu'est-ce qui se passe? Cela fait partie des scénarios que nous avons à mettre en œuvre. Ça fait partie de nos exercices sécurité. Si sinistre il y avait de ce type-là, nous allons prendre le bateau, ce qu'on appelle les moyens d'évacuation, les free fall. On va se rapprocher tout à l'heure. C'est les structures oranges, là. Voilà, tout à fait. Ok, on y va. Allez, hop. Donc là, Juliane, s'il te plaît, une main, 2, 3, tranquille. On reste attentif. Ça peut être glissant, la porte. Je peux mettre mon pied là? Voilà. Donc tu restes prudente sur les marches. Ça sent pas très bon. Ça sent simplement la fibre de verre. Et comme ils sont fermés en permanence... On s'assied comment? On met la tête ici? Voilà, tout à fait. Et les pieds, il faut qu'ils reviennent. Les fesses là? Le plus simple, c'est que tu lances la jambe, tu vas chercher là-bas et les fesses naturellement viennent glisser sur le siège. D'accord. S'il n'y a plus que des places en haut, tranquille. Je préfère m'être habituée. Laisse glisser les fesses. Voilà. Ah oui, d'accord. Tu laisses caler les fesses, voilà. Ok. Tranquille. Et je viens poser ma tête ici. Voilà, tout simplement. J'attache ma ceinture. Voilà. C'est comme une ceinture de sécurité d'avion. Ouais. Là, maintenant, avec la ceinture frontale, tu viens chercher les deux extrémités. Ouais. Tu viens plaquer sur le fond, sans serrer plus, et tu mets le velcro en place. Ah d'accord, pas plus que ça. Simple, Ça sert à quoi alors? Si, non, tu peux serrer un peu plus, il faut que ça tienne. Ouais. Et moi, je conseille de mettre les mains sur le fond après, de façon à empêcher la ceinture de glisser. Pourquoi? Parce qu'avec le... Voilà, tout simplement. Avec le... C'est pas toujours négatif. Et ensuite, il y a deux vies parallèles. Son épouse ou sa fiancée ou son ami va mener sa vie en France. Nous, on va mener notre vie ici. Il faut que chacun fasse ce truc. Et puis cette séparation fait mûrir aussi des sentiments qui fait qu'après, en rentrant, c'est quand même plus sympa d'avoir plein de choses à faire. Enfin, certains l'ont avoué franchement. Accepter cette vie de contrainte, c'est aussi motivé par l'argent. Pourquoi c'est intéressant financièrement? Ah, mais déjà, on n'est pas imposable. Complètement? On ne paye pas d'impôts. Puis après, financièrement, bon, on a des primes de mer, des primes d'expatriation, plus le salaire de base. Et en salaire, ça vous fait combien? Dans une moyenne, je dirais 4 500, 5 000. Dernier jour. La relève arrive dans un instant par la mer. Ceux avec qui j'ai parlé dans leur cabine
avec qui j'ai partagé des confidences dans la salle de détente, rentrent chez eux. Pour la première fois que je suis ici, je les vois libérer leurs émotions. On repart, aller trouver la famille. Ça fait du bien comme ça. C'est beaucoup bon comme ça. Le bateau qui met pas le WC. Pour les hommes sur le départ, le bateau n'arrive jamais assez vite. Depuis la plateforme, l'impatience s'exprime à haute voix. La navette va mettre 3 heures à relier la terre. C'est pour ça que ceux qui rentrent chez eux mettent la pression pour que l'embarquement se fasse rapidement. Moi, je viens dire au revoir à mes compagnons d'aventure. Ils rentrent se reposer 2 semaines. Vous partez sans dire au revoir. Bah, c'était un plaisir. Hein. Et puis plein de bonnes choses pour les 2 semaines à venir. Hein. La relève monte à bord. Ceux-là vont travailler au minimum 15 jours sur la plateforme. Il y a toujours de l'ambiance comme ça à la relève. Ah ouais, nous c'est un jour de libération. Eux ils viennent comme en prison, on va dire. Parce que le plafond est plus bas, c'est couvert. Ah, on est mieux là. Ah ouais, là, je suis mieux. Ah, ça va mieux. Je ne sais plus comment je suis arrivée là. Je sais juste que ce canapé m'a... Deuxième jour. 5 heures du matin. C'est l'heure du réveil sur Halima. C'est ainsi 7 jours sur 7, toute l'année. Dans cette vie ailleurs, il n'y a pas de jour de repos. Moi, j'ai du mal à sortir du lit. Je m'accorde encore 5 minutes de sommeil. Dans ce monde à part, le calme et la routine sont des règles de vie. Économie de gestes, économie de mots. Ici, les hommes commencent la journée en silence, ou presque. La cantine, c'est la salle pour prendre les repas, mais c'est aussi un lieu de socialisation, un endroit pour parler, faire connaissance. Ce matin, j'espère y faire des rencontres. Je me prépare, peut-être un peu trop. 6 heures, le rideau de fer tombe. Le petit déjeuner est fini. J'ai raté mon entrée en scène. Tout le monde est parti travailler. J'ai du mal à me repérer. Dans ce vaisseau fantôme, tout se ressemble. Je sais seulement que je suis dans la zone de vie qu'on appelle pompeusement le château. Cabine, cantine, salle télé, bureau. C'est en fait un empilement d'étages en préfabriqué. J'arrive à retrouver le bureau de Guy Alfred, le patron de la plateforme. Bonjour. Bonjour Julienne. Vous allez bien? Bien. Super. Vous avez bien dormi? Ouais. Ou à terre ou sur la plateforme? Ça passe plus vite à terre. Ça passe plus vite à terre. Ah, plus vite à terre. Que ici. Parce que même ici, le premier jour, c'est un peu comme l'enfer, quoi. C'est quoi le plus dur hein, quand on travaille sur une plateforme? Le plus dur. Allez, c'est facile de dire. Plus dur à supporter. Plus dur à supporter. Plus dur à supporter. Plus dur à Mais c'est resté longtemps ici. C'est l'éloignement de la famille. L'éloignement de la famille. Bon. Mais justement, parfois, ça fait pas du bien de s'éloigner un petit peu de la famille. Ah mais si, ça fait quand même du bien. Ah mais la famille, c'est Il y a toujours des la bons, ça fait famille. du bien quand même. La famille, c'est toujours la famille. Alors, quand tout va bien, c'est bon. Ah oui, quand la famille, quand on vous rassure que tout va bien à Pointe-Noire,
ok, on est tranquille. Mais c'est quand on vous dit, par exemple, moi qui ai un enfant, on dit, mais l'enfant est malade, ça commence à déranger. Quoi. Pendant ce temps-là, l'idéal, ce serait de ne pas appeler tout le temps. Quoi. Parce que pour rien, je peux appeler la maison, que madame n'est pas à la maison, mais on fait un plan. Quoi. Ouais. C'est comme si vous avez maintenant deux problèmes. Ça veut dire que le premier problème, vous venez pour le boulot, et vous vous occupez encore de ce qui se passe à la maison. Ah là, c'est pas ça risque de vous traumatiser. Il faut laisser derrière soi la vie à part noire, quoi. Quand vous arrivez, vous abandonnez un peu tout, quoi. Donc il faut penser au boulot, penser à ce que vous faites. Et le reste après. Oui. Donc vous mettez dans la tête. Moi, je suis venu pour travailler pendant 2 semaines, et puis le reste, c'est après, quoi. C'est la descente. Ah non, je peux pas. Je peux pas laisser mon enfant 2 semaines par mois, c'est pas possible. Et encore, si ma famille habite à Pointe-Noire, 4 semaines, c'est impossible, je peux pas, quoi. Je crois que c'est ça, quand même, pour une femme qui rend difficile. Mais même pour vous, c'est les enfants qui rend les choses le plus difficiles. Parce qu'une épouse, même si elle manque, etc., on n'a pas le sentiment de manquer des moments. Alors que les enfants, on manque des trucs, quand même. Non. Et la descente, c'est le jour béni, quoi. Ah oui, c'est... Ça venait du cœur, hein. Pas dans le sens qu'elle a parlé, pour se récupérer pour la femme, non. Non, pour le plaisir de retrouver la famille. Oui. Imaginez quand vous descendez, c'est comme si c'est un jour nouveau, quoi. On revoit Pointe-Noire, tu dis, mais attends, mais c'est là. À partir de demain, ceux qui descendent vendredi, ils sont en liesse, ils sont contents. Parce que c'est l'inverse. Pour ceux qui viennent, c'est le stress. Et pour nous qui descendons, c'est la joie. Les hommes sont heureux de partir demain. Mais en reprenant mes notes et mes enregistrements, je me souviens que la plupart d'entre eux sont contents de faire ce boulot. Bon salaire, bonne situation, ça fait passer l'isolement. Pour certains comme Iben, être technicien à bord, c'est arrivé, mais c'est assez rare parce que c'est aussi les personnes qui viennent travailler dans cet environnement qui est quand même très particulier. Je pense qu'il y a une acceptation, de vivre comme ça pendant un moment en dehors de toute structure sociale organisée, quoi. Parce que voilà. Vous êtes quand même une structure sociale hyper organisée. Voilà. Mais isolée. Isolée et finalement avec qui évolue dans un cadre qui est extrêmement rigide. Les règles sont claires, les règles sont acceptées, les gens s'y conforment, donc voilà. Les dangers sont les mêmes pour tout le monde, les risques sont les mêmes pour tout le monde, les objectifs sont les mêmes pour tout le monde, voilà. Et le boss, il a le droit de dire que parfois il a peur. Alors, le boss, il doit plutôt veiller à ce que les gens fassent les choses correctement, fassent les choses dans les règles. Et puis, le boss se doit de garder quand même de son froid si des situations tendent à dériver un peu pour, voilà, quoi. On doit quand même mettre la personne qui va insuffler la confiance au personnel, quoi. Parce que si on commence à paniquer nous-mêmes, ça peut être contagieux. Vous n'allez pas me dire que ça vous manque quand vous êtes à terre, quand même? Parfois, ça peut arriver. Ça peut arriver, parfois, oui. Voilà. On a parfois l'impression de ne plus être dans l'action. Ça peut arriver. Troisième jour. Hervé Taboret est l'homme de la sécurité. Avec lui, je parle danger et catastrophe. Incendie sur Deepwater et marée noire dans le golfe du Mexique en 2010. Retournement de l'Alexander Kielland en mer du Nord. 123 morts en 1980. Mais c'est quoi les vrais dangers, en fait, Hervé? Les dangers, tout ce qui est gaz et huile, feu, explosion, faut pas l'oublier. Nous sommes quand même sur une installation pétrolière. Le risque zéro n'existe pas. Il est omniprésent, faut pas l'oublier. Mais vous êtes vigilant aussi sur le feu, etc. Parce qu'en fait, c'est une bombe ici. On va diaboliser, on va désamorcer cette bombe. On va dire un gros pétard. C'est un gros pétard, voilà. Éventuellement, c'est un pétard. On n'y pense pas puisque ça fait partie de notre quotidien. Il faut que les gens soient rassurés à venir. On ne peut pas y penser trop fort, sinon on devient un peu dingue. On devient parano. Pour nous, notre travail premier, c'est de renvoyer tout le monde à la maison sans le moindre bobo. Et de puissent rejoindre leur famille sans le moindre souci. D'accord. Mais imaginons qu'il se passe quelque chose. Il y a une explosion, il y a un truc. Vraiment un gros souci. Qu'est-ce qui se passe? Cela fait partie des scénarios que nous avons à mettre en œuvre. Ça fait partie de nos exercices sécurité. Si sinistre il y avait de ce type-là, nous allons prendre le bateau, ce qu'on appelle les moyens d'évacuation, les free fall. On va se rapprocher tout à l'heure. Orange, là. Voilà, tout à fait.
Ok, on y va. Allez, hop. Donc là, Julienne, s'il te plaît, une main, 2, 3, tranquille. On reste attentif. Ça peut être glissant, l'apport. Je peux mettre mon pied là? Voilà. Donc tu restes prudente sur les... Hey. Bon, et vous partez quand? Maintenant, c'est à mon tour de partir. C'est le terme de mon séjour. C'est la fin de ma vie ailleurs. Julienne, c'est bientôt l'heure du départ. Ah là, je crois que on y est là. Il est en train d'arriver là. Ouais. Mm. Bon, alors comment avez-vous vécu cette expérience à bord du FPV Alima? C'était une sacrée aventure, hein, quand même. Puis surtout l'impression d'être à l'origine de ce qui fait encore aujourd'hui tourner le monde moderne, quoi, le pétrole. Ah. Écoutez, le plaisir était partagé et on vous souhaite un bon retour chez vous et parmi les vôtres. Merci, hein. À bientôt. Au terme de mon aventure sur la plateforme pétrolière, j'éprouve de la joie à l'idée de retrouver ma famille. Avec tous ceux que j'ai connus ici, j'ai vécu une expérience passionnante. Mais déjà, je me sens appelée par d'autres aventures. Ailleurs, il y a sans doute encore d'autres vies à découvrir. Deuxième jour. 5 heures du matin. C'est l'heure du réveil sur Alima. C'est ainsi 7 jours sur 7, toute l'année. Dans cette vie ailleurs, il n'y a pas de jour de repos. Moi, j'ai du mal à sortir du lit. Je m'accorde encore 5 minutes de sommeil. Dans ce monde à part, le calme et la routine sont des règles de vie. Économie de gestes, économie de mots. Ici, les hommes commencent la journée en silence, ou presque. Des hommes et des femmes qui vivent différemment de la plupart d'entre nous. Par conviction ou par choix professionnel, ils forment des communautés coupées du reste du monde. Ils sont souvent séparés de leur famille, isolés, tenus au secret. Vous allez découvrir leurs codes, leurs règles, leurs histoires. Vous allez pénétrer dans une vie ailleurs. Vous ne vous êtes jamais demandé si la vie des autres était plus intéressante que la vôtre? Si vous aviez fait les bons choix dans l'existence? Je m'appelle Julienne Berthaud, je suis journaliste et je me pose les mêmes questions. Je participe à un stage de survie avant de partir découvrir une vie ailleurs. Attention, ne jamais ouvrir la ceinture de sécurité à partir du moment où l'hélico commence à se remplir d'eau. On me prépare à affronter une chute d'hélicoptère. Un amérissage forcé.
Je suis à Pointe-Noire, au Congo, à 6000 km de la France. Mais ce n'est pas ma destination finale. Je quitte la côte africaine. Je vais découvrir un monde à part et vivre près de ceux qui travaillent des semaines, dans un lieu à risque, loin de leur famille. Ancrée dans l'océan Atlantique, ma destination, une plateforme pétrolière. Ça y est, j'y suis. Après 40 minutes de vol, l'hélicoptère me dépose sur cette énorme structure d'acier à 80 km de Pointe-Noire. Bonjour. Pendant une semaine, je vais partager l'existence des 80 personnes installées sur cette île industrielle et raconter leur histoire. Leur choix de vie m'interpelle. Cet univers professionnel m'intrigue. L'aventure commence maintenant.